Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, diffusée du lundi au jeudi à 19 h en direct sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov et sur le mediatv.fr. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose de découvrir peut-être un conflit qui ne fait jamais la une des journaux. Et pourtant, 2 ans jour pour jour après son déclenchement, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes, près de 13 millions d'autres sont déplacées et 30 millions de personnes se retrouvent dans une situation d'urgence humanitaire. Soit plus de la moitié de la population totale de ce pays. C'est bien un conflit actuel, une guerre sanglante qui agite le Soudan, pays de la Corne de l'Afrique, englué dans le face-à-face entre une armée officielle et des puissants paramilitaires, englué aussi dans les convoitises de grandes puissances mondiales qui y voient des intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques. Et malgré tout cela, cette guerre se trouve éclipsée notamment par la vaste couverture médiatique dont bénéficie à juste titre la guerre en Ukraine ou par la couverture sélective et pro-israélienne des massacres à Gaza. Alors comment l'expliquer, comprendre les tenants et aboutissants de cette guerre? Élément de réponse dans cette émission avec notre invité Marc Lavergne, docteur en géographie et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Bonsoir Marc Lavergne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, je vous propose de faire un petit point sur la situation avec ce sujet de Sarah Dieu. L'ONU l'a décrit comme la pire crise humanitaire en cours dans le monde. La guerre civile au Soudan débute le 15 avril 2023, quand un groupe de paramilitaires dissidents, mené par Mohamed Daglo, lance une offensive contre l'armée du général Abdel Fattah el-Burhan. Le conflit s'étend à l'ensemble du pays. Toutes les trêves conclues sont immédiatement violées. Après 2 ans de guerre, alors que les combats continuent, les conséquences sur les civils sont dramatiques. Des dizaines de milliers de morts, 13 millions de déplacés et de réfugiés, surtout des femmes et des enfants, mais aussi une crise de l'eau et une famine extrême. Aujourd'hui, 30 millions de personnes souffrent d'une grave insécurité alimentaire, soit plus de la moitié de la population du Soudan. Mon accouchement a été très difficile car je souffre d'anémie. J'essaie d'allaiter mon bébé, mais je ne produis pas assez de lait. C'est ma réalité. Londres accueille ce mardi une conférence sur le Soudan. L'objectif est de mobiliser la communauté internationale pour mettre fin à ce conflit meurtrier dont on ne parle jamais. Alors, Marc Lavergne, pourquoi cette guerre qui oppose l'armée officielle donc du général Abdel Fattah al-Burhan, le général à la tête du pays qui s'est emparé du pouvoir en 2021 lors d'un putsch, qui l'oppose aux paramilitaires des forces de soutien rapide affiliés à son ancien adjoint, à Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti. Pourquoi cette guerre continue-t-elle depuis 2 ans? Il y a des médiations notamment qui ont eu lieu, mais pourquoi continue-t-elle? Je crois que c'est tout simple. C'est pour les richesses du Soudan, pour le pouvoir, entre d'une part l'armée régulière qui dirige le Soudan depuis 1958 avec quelques interruptions d'intifada populaire qui finalement se sont mal terminées. Donc on a eu 3 généraux qui ont dirigé le pays et le pays est dans un état de sous-développement dramatique encore aujourd'hui. Donc l'armée est une armée prédatrice par nature et elle convoite les richesses du pays qui ont été reprises par des supplétifs auxquels elle a fait appel, qui sont ces forces de soutien rapide. On ne parle pas de guerre civile, on ne parle pas de guerre non plus. On parle simplement d'une rivalité entre 2 chefs et 2 groupes armés, si vous voulez, parce que l'armée n'était pas capable de dominer des régions périphériques du Soudan où il y a des groupes rebelles qui demandent tout simplement l'égalité avec le centre, avec la vallée du Nil, avec la partie la plus riche du pays. Donc vous voyez d'un côté une armée régulière, d'un autre côté ces supplétifs qui se sont rebellés contre l'armée, mais qui étaient complices avant autour du maréchal Omar el-Béchir qui a dirigé le pays pendant 30 ans, avant d'être éliminé en 2019. L'ONU parle de l'une des plus graves, sinon la plus grande crise humanitaire au monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est notamment inquiété de la situation. Je vous propose de l'écouter.
Il s'agit d'une guerre contre les villages, les maisons, les hôpitaux, les écoles et les infrastructures vitales qui ont été réduits à l'état de ruine dans les zones du conflit. C'est aussi une guerre contre les droits humains et le droit international humanitaire. Les attaques indiscriminées qui tuent, blessent et terrorisent les civils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors, Marc Lavenne, vu d'Occident, on ne se rend pas vraiment compte de la situation déjà désœuvrée de ce pays qui déjà a connu la guerre, et connu déjà des famines, les séquelles des précédents conflits. Vu d'Occident, je le disais, c'est difficilement perceptible, mais le chaos est absolument présent dans ce pays. Oui, il y a deux choses. Monsieur Gutiérrez est un brave homme qui essaye de faire le bien, de se comporter dignement en tant que secrétaire général de l'ONU, mais il faut bien voir que cette guerre n'intéresse personne. Donc, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'objectif réel, ni stratégique, ni idéologique, ni même économique pour les grandes puissances. Donc c'est une succession depuis l'indépendance du Soudan en 1956 de coups d'État militaires qui échouent et qui ruinent le pays, parce que l'armée est une armée prédatrice finalement. C'est un peu comme dans d'autres pays, une armée qui possède un pays. Et alors, les forces populaires, démocratiques, se sont rebellées contre l'état de catastrophe économique du pays en décembre 2018. Ils ont réussi à faire tomber le dictateur en avril 2019. Malheureusement, l'armée est restée accrochée au pouvoir. Elle a fait appel à ses forces de soutien rapide pour massacrer les jeunes qui étaient dans la rue ce printemps de Khartoum en 2019, si vous voulez. Et maintenant, c'est une compétition entre deux groupes qui veulent se partager, ou plutôt prendre chacun la totalité des ressources du pays. Deux groupes qui étaient alliés par le passé, justement, vous le disiez, qui composaient la même entité et qui finalement, par attrait du pouvoir, finissent par se déchirer aujourd'hui. Il faut bien voir que ces supplétifs de l'armée, ils sont originaires de la région la plus pauvre, le Darfour, où il y a une identité assez forte, si vous voulez. C'était un sultanat depuis des siècles, prospère avec le commerce à travers le Sahara, un peu comme Tombouctou, si vous voulez. Pour donner une comparaison, c'est le Sahel qui est paupérisé par le changement climatique, par le fait qu'il n'y a pas eu d'effort de développement d'infrastructures. Donc tous ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, soit ils traversent les frontières pour venir en Europe, soit ils ont été recrutés comme mercenaires dans ces troupes pour tenir cette région du pays que l'armée ne pouvait pas tenir parce que les soldats venaient d'ailleurs et n'avaient pas envie de toute façon de se faire tuer dans ces combats dont ils ne maîtrisaient pas le terrain. Voilà, donc c'est une guerre simplement pour s'approprier les richesses du Soudan qui sont devenues les mines d'or. Parce qu'on a découvert au Darfour et dans l'ensemble du Nord-Soudan beaucoup de gisements aurifères. Donc il y a une vraie valeur de toute l'Afrique et de tout le Soudan pour ces ressources. Et ces milices, ces forces de soutien rapide sont devenues les protecteurs, entre guillemets, des orpailleurs, récupèrent tout l'or et, sans passer par la Banque centrale, l'exportent vers Dubaï. Dubaï qui est le marché mondial de l'or, si vous voulez, où l'or est raffiné et expédié après dans les coffres-forts des banques suisses, puisque c'est elles qui concentrent tout cet or in fine. Donc on est dans cette situation de compétition pour les richesses où finalement les pertes humaines ne comptent pas. Et donc M. Gutiérrez essaye de raviver ce qu'on appelle la conscience internationale, mais en réalité ça n'intéresse personne. Donc cette conférence qui est à Londres actuellement pour dégager des sommes d'argent pour emporter au Soudan, ça m'interroge parce que d'abord, arriver aux victimes, c'est pas possible puisqu'elles sont entre les mains des combattants qui essayent de détourner. C'est la question que je souhaitais vous poser parce que l'an dernier déjà, Emmanuel Macron avait organisé une conférence internationale humanitaire à Paris pour inciter à collecter 2 milliards d'euros pour le Soudan. Mais aujourd'hui, le contrôle de l'État soudanais étant totalement fragmenté entre deux camps qui se
se livrent une bataille sanglante, on imagine bien que cette aide n'ira pas profiter aux populations. Non, de toute façon, l'armée ne se bat pas pour le peuple soudanais. Elle se bat pour accaparer le maximum de ressources. Donc, il n'est pas question du tout que quoi que ce soit de cette aide parvienne. Hein, les camions traversent le désert, ils sont attaqués par des groupes armés qui pillent tout ce qu'ils peuvent. Et donc, les gens qui sont dans ces camps de déplacés dans les grandes villes du Darfour ne reçoivent rien. Alors, les organisations humanitaires souffrent beaucoup de ça. Bon, elles souffrent aussi de la politique de M. Trump, hein, qui a décidé de couper l'aide aux organisations humanitaires américaines, qui sont les mastodontes, si vous voulez. Et du coup, je pense qu'il y a une pression des organisations humanitaires européennes, qu'on connaît bien, toutes ces grandes organisations, pour avoir du budget, pour essayer, elles, de faire le travail. Mais ce n'est pas parce qu'elles auront l'argent qu'elles parviendront, dans une situation de guerre sans merci, à aider les populations civiles. Donc moi, ça m'interroge un peu, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit les populations elles-mêmes qui demandent de l'aide. Elles n'ont pas les moyens. Hein. Elles essayent de se réfugier au Tchad ou dans les pays voisins, de partir en Égypte pour ceux qui ont un peu d'argent, de partir au Sud-Soudan. Autrefois, c'était la guerre au Sud-Soudan. Maintenant, le Soudan accueille des réfugiés du Nord-Soudan. Vous voyez, tout est un peu dévasté. Il faut reconstruire des maisons, il faut créer toute une infrastructure qui est disparue. Donc, je ne vois pas très bien l'objectif de cette rencontre qu'il y a à Londres, ou comment les canaux je dirais matériels, de transfert de l'aide peuvent arriver au pays. Il ne suffit pas d'amener de l'argent. Il faut amener de l'essence. Il n'y a plus de raffinerie de pétrole, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus aucun métier qui travaille. Si vous voulez, reconstruire des maisons, ça ne se fait pas comme ça. Hein, si c'est des cases, des huttes, oui, mais des maisons en dur, la capitale est dévastée, c'est un pays à reconstruire. Donc ce n'est pas avec un peu d'argent qui sera donné par l'ONU pour les organisations humanitaires qui vivent aussi grâce à l'aide, hein, forcément. S'il n'y a pas d'aide qui parvient, les organisations humanitaires ne peuvent pas travailler, que ce soit à Gaza, que ce soit au Soudan. Donc elles ont besoin de budget, et c'est ça qui est en jeu actuellement. Et pas encore comment on va faire pour arriver à changer cette aide, cet argent, en produits réels qui parviennent à la population. Le danger étant que ces fonds tombent peut-être dans l'escarcelle de l'un ou de l'autre des camps et finalement finissent par financer la guerre. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que dans les commentateurs, les médias, mais aussi dans les gouvernements, on considère que l'armée a une sorte de légitimité plus grande que les forces de soutien rapide. Alors qu'on a accueilli au printemps 2019 les forces de la liberté et du changement qui représentaient la jeunesse, qui représentaient les forces démocratiques du pays et qui sont aujourd'hui complètement abandonnées, désarticulées, et plus personne ne parle d'elles. Hein. Elles sont juste un enjeu entre l'armée, parce qu'une partie de ces civils complètement perdus se disent finalement il vaut peut-être mieux avoir l'armée pour rétablir un peu l'ordre, et d'autres veulent soutenir les forces de soutien rapide, en se disant qu'elles représentent les périphéries déshéritées, les plus pauvres du pays, et que finalement, elles ont aussi droit à une part du gâteau, à une part du pouvoir à Khartoum. Donc aujourd'hui, on voit une guerre qui se démultiplie comme ça, parce qu'il y a une multitude de mouvements de libération, de fronts, dans chaque montagne, au Darfour, dans les monts Nouba, dans l'Est. Et puis, il y a des groupes qui ont des orientations idéologiques un peu différentes, plutôt pro-arabes, pro-islamistes, ou au contraire, tout à fait laïque, et tout ça fait un panorama que je pense à l'ONU. J'ai moi-même dirigé le groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU au Darfour et dans tout le Soudan pour essayer, avec mes collègues qui venaient de tous les continents et de tous les pays, d'aller voir tous les chefs de guerre, d'aller voir toutes les élites et les responsables pour essayer de trouver des solutions et calmer la situation et protéger les civils. Parce que le Soudan n'est qu'un immense, je dirais, endroit de violation et de viol des femmes, des enfants. Enfin, c'est toutes les horreurs qu'on peut imaginer se déroulent au Darfour actuellement, avec en toile de fond quand même aussi des problèmes graves qui intéressent tout le Sahel, c'est les sédentaires et les nomades. Le changement climatique fait que les nomades attaquent les sédentaires, attaquent les paysans. Et puis la question aussi des groupes djihadistes. Vous parliez de la multiplicité, de la mosaïque de groupes armés. La crainte, c'est que ce terreau soit favorable à une implantation d'Al-Qaïda.
Oui, Al-Qaïda a résidé au Soudan. Oussama Ben Laden a été au Soudan dans les années 90 pendant longtemps. Et Carlos lui-même vivait au Soudan et beaucoup d'autres. Mais je pense que cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, les gens qui sont d'un côté comme de l'autre, sans foi ni loi, finalement, la religion n'intervient que très peu. Mais l'islam soudanais était organisé par des confréries. Des confréries, il y avait une cinquantaine de confréries avec des grandes familles qui historiquement dirigeaient les confréries et devenaient aussi premiers ministres et ministres, etc., se partageaient le pouvoir. Ce sont aussi des pouvoirs économiques, posséder les terres, posséder les troupeaux, etc. C'était comme ça que le Soudan était structuré en période normale. Aujourd'hui, je me demande si ces forces d'islam traditionnelles sont capables de résister effectivement à ce qu'on va appeler un islam moderne, un islam à la sauce Tourabi, enfin cet islam intégriste. Moi, les Soudanais ont un rapport traditionnellement extrêmement souple avec l'islam, je dirais, puisqu'on peut appartenir à différentes confréries. Bon, il y a aussi... évidemment, des intégristes, il y a maintenant Al-Qaïda s'y est installé, vous l'avez dit, mais aussi des groupes financiers islamistes qui se sont retranchés dans un pays comme ça, où il n'y a finalement pas tellement de contrôle, mais tout ça est très connu. À partir de Khartoum, c'était l'idée du leader Hassan El-Tourabi, que j'ai bien connu, qui a même été mon collègue à l'université de Khartoum. Et lui voulait projeter l'islam soudanais dans le monde entier, de la Suède au Canada, aux Philippines, etc. Et il organisait des rendez-vous chaque année de mouvements islamistes qui venaient de Bosnie, qui venaient des Philippines, qui venaient d'un peu partout où il peut y avoir des groupes terroristes comme ça, pour essayer d'organiser cette galaxie islamiste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Alors, le sujet, c'est cette population qui souffre le martyre. Je pointais certains chiffres en début d'émission, mais la situation sur place est vraiment terrifiante et se diffuse dans les pays voisins. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Mohamed Rifat, qui est le chef de la mission de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations au Soudan. Permettez-moi de commencer par les chiffres. Selon nos estimations, 2,1 millions de personnes retourneront dans la capitale Khartoum au cours des 6 prochains mois. Et ce chiffre est basé sur le nombre de personnes qui, d'après nos informations, avaient quitté la capitale lorsque la guerre a commencé. Alors, il y a un mouvement absolument gigantesque de population de l'intérieur vers l'extérieur, de certaines personnes qui reviennent. Est-ce que ce déplacement perpétuel n'aide pas aussi à comprendre les flux de population? Ici en France, certains médias mettent l'accent sur une immigration, mais ne se rendent pas compte qu'en fait les mouvements intra-régionaux en Afrique sont les plus importants. Et c'est le cas notamment dans la Corne de l'Afrique. De très loin, en effet. Moi, j'ai connu une époque où le Soudan, dans les années 80, était le réceptacle de toutes les crises régionales. C'est-à-dire qu'on trouvait des Congolais, des Ougandais, des Kenyans, des Éthiopiens, des Érythréens, des Tchadiens. Tout le monde venait se réfugier au Soudan. Et le Soudan était extrêmement hospitalier. Il y avait de grands camps, mais qui étaient ouverts. Et les ONG pouvaient travailler librement. Bon, aujourd'hui, la situation est très différente. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui arrivent à sortir du pays sont des gens qui ont de l'argent. Il faut de l'argent pour aller en Égypte, pour aller en Arabie Saoudite, pour aller même au Soudan du Sud ou plus loin au Kenya ou en Ouganda. Et puis, pour aller au Tchad, il faut marcher. Et ça, c'est le cas en particulier des Massalites et de tous ces peuples paysans qui sont pourchassés, massacrés par les nomades, qui sont pour la plupart dans les forces de soutien rapide. Bien sûr, ce sont des guerriers par nature. Les nomades qui ont des chameaux sont armés pour se défendre et pour se battre. Donc, il y a des massacres invraisemblables. C'est-à-dire qu'on tue, on viole tout le monde. Enfin, bon, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de réfugiés au Tchad, par exemple. Ils ne vont pas rentrer chez eux sans maison, sans sécurité, sans terrain. Tout ce que dit
dit ce monsieur de l'OIM, hein, c'est des paroles un petit peu en l'air, parce que ceux qui arrivent en France sont ceux qui sont capables de payer les passeurs, qui sont capables de traverser la Libye, de payer pour traverser la Méditerranée, pour arriver en Italie, etc. Donc c'est une infime minorité, parce que ce sont des familles entières qui se rassemblent pour payer le départ d'un garçon. Et là, il n'y a plus personne. Donc je ne pense pas qu'il y ait un afflux de réfugiés vers l'Europe. Vers les pays voisins, oui, bien sûr. Vers l'Égypte, il y a déjà 8 millions de Soudanais en temps normal au Caire, hein, parce que l'Égypte a été un peu la puissance coloniale du Soudan. Donc c'est les petits frères soudanais qui viennent en Égypte. C'est quelque chose d'un peu traditionnel. Le Caire, c'est une sorte de deuxième capitale pour les Soudanais, hein. Voilà. Alors après, ceux qui vont en Arabie, il y a aussi des millions de Soudanais qui travaillent en Arabie, qui gagnent bien leur vie, qui vont recevoir leur famille, leurs enfants, leurs parents, etc. Après, je vous dis, se réfugier dans les pays voisins, le Sud-Soudan est dans un désastre total, avec la guerre entre deux clans rivaux. L'Éthiopie, c'est plutôt les Éthiopiens ou les Érythréens ou les Tigréens qui se réfugient au Soudan. Il y a encore actuellement des camps de réfugiés tigréens au Soudan. Donc on ne voit pas comment les Soudanais iraient se jeter dans la gueule du loup. Alors je ne vois que le Tchad, mais on peut effectivement aider les gens qui sont au Tchad, hein, c'est Massalit. Mais au-delà de ça, il y a déjà une douzaine de camps depuis 20 ans au Tchad qui sont des camps de 100 000 habitants chacun au moins, hein. J'aimerais qu'on parle maintenant des implications internationales. En quoi cette guerre au Soudan est aussi le reflet d'une certaine violence du système capitaliste mondial et l'influence de ces grandes puissances qu'on évoque souvent au Soudan, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, suivi aussi de puissances secondaires, hein, actives au Soudan, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, Israël, l'Égypte, la Libye. En quoi ce pays est devenu finalement un carrefour ou alors l'illustration des rivalités internationales qui finalement se retrouvent au Soudan? Oui, vous avez raison, hein. Le tableau que vous venez d'évoquer, il est quand même assez impressionnant. On a l'impression que le Soudan, c'est la Belle au bois dormant et que tout le monde veut y aller pour piller les richesses du Soudan. Or, ces richesses sont parfaitement virtuelles. C'est vrai que le Nil traverse le Soudan avant d'aller en Égypte. Donc, les pays du Golfe, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont aussi des besoins alimentaires, hein, ont acquis pour une poignée de date, peut-être des terres immenses au bord du Nil qui ont enrichi surtout l'armée. Donc il y a cette dimension-là. Il y a l'or dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait du pétrole. Le pétrole est au Sud-Soudan. Lui, il est exploité par les Chinois. Et finalement, il est donc exporté vers l'Extrême-Orient et il alimente un petit peu la région. Mais je ne pense pas que cet intérêt général que vous avez évoqué tienne aux richesses du Soudan. Hein. C'est plutôt, je dirais, un intérêt, bon, peut-être stratégique. On parle depuis longtemps de la Russie qui voudrait avoir une base sur la mer Rouge. Moi, je ne crois pas tellement à l'utilité de ces bases. Hein, et puis, c'est des négociations qui se font et qui n'aboutissent jamais. Je crois beaucoup plus à l'intérêt de pays comme la Turquie qui soutient l'armée. Hein, parce que la Turquie considère que l'armée, c'est toujours un peu un élément stable dans un pays. Alors, d'un autre côté, on a, vous l'avez évoqué aussi, les Émirats arabes unis, qui, pour des raisons très pratiques, si vous voulez, il ne faut jamais oublier que les Émirats arabes unis, et Dubaï en particulier, parce qu'Abu Dhabi est différent, hein. La capitale politique, c'est une capitale d'un État qui se veut avec une vision 2030 stable et finalement jouer dans la cour des grands. En revanche, Dubaï, c'est un port de commerce, c'est-à-dire de gens qui vivaient de trafic de côté du Golfe Persique, aussi sur les rives de l'Afrique, Zanzibar, etc. Et puis la pêche des perles. Enfin, donc c'est des gens qui ont une mentalité d'aventurier plutôt et qui sont prêts à miser sur quelqu'un comme Hemeti, le chef de ces forces de soutien rapide, pour
finalement trouver des marchés ou des activités à la limite de la légalité, ou même, on va dire terroristes en l'occurrence. Donc les Émirats arabes unis soutiennent les forces de soutien rapide, alors qu'on peut se demander quel est leur intérêt. Ça peut être finalement pour essayer de se montrer un peu plus grands qu'ils ne le sont face à l'Arabie saoudite, qui a aussi une vision 2030 sur la mer Rouge et aussi un prince plein d'ambition. Donc il y a une compétition peut-être entre ces deux puissances régionales sur le Soudan. Mais il y a aussi il y a la Turquie, on peut évoquer l'Iran, mais l'Iran est présent dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique du Sahel en particulier, avec surtout une mission missionnaire, je dirais, pour répandre l'islam chiite. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin parce que l'Iran ne dispose pas de ressources qu'il puisse attribuer à tel ou tel groupe dans la région. Alors je vous dis, la Turquie sans doute a des intérêts en Afrique. Monsieur Erdogan, il est connu pour son intérêt pour l'Afrique. Ils ont des troupes en Somalie, ils ont une présence et un intérêt dans tous les conflits de la région. Et la Russie, évidemment, qui soutient Hemeti, qui a reçu d'ailleurs Hemeti à Moscou il n'y a pas très longtemps. Certains ont cru y voir aussi une transposition de la rivalité Russie-États-Unis sur le Soudan. Non, pour la Russie, il y a une rivalité qui concerne le continent africain. Le Soudan et le Darfour en particulier permet au groupe Wagner, qui a changé de nom maintenant, de parvenir jusqu'en République centrafricaine. Et comme cette république, comme le nom l'indique, c'est le cœur de l'Afrique, et à partir de là, on peut rayonner. Il y a déjà des richesses, bien sûr, le diamant, l'or, etc., et des minerais rares en République centrafricaine. C'est un État failli, et la Russie s'y est implantée solidement. Et pour y parvenir, il faut passer par le Soudan pour éviter les troupes françaises qui étaient positionnées au Tchad jusqu'à récemment. Alors, cette guerre au Soudan pose quand même des questions parce qu'on l'a entendu, la situation humanitaire est catastrophique. D'autres conflits se déroulent ailleurs dans le monde aujourd'hui et bénéficient, semble-t-il, d'une couverture médiatique largement plus étendue, on va dire, que le Soudan. Comment expliquez-vous qu'elle passe cette guerre en dessous des radars de la plupart des médias? Aujourd'hui, on en parle, mais en général, les médias ne s'emparent pas tellement de cette cause. Oui, alors je vois deux sortes de raisons. La première, c'est que dès que le conflit s'est déclenché, toutes les ambassades, toutes les présences étrangères se sont envolées comme une volée de moineaux. Et ce que je n'ai pas compris jusqu'à présent, parce que justement, c'est le moment où il fallait que restent au moins des témoins, les journalistes, les humanitaires, éventuellement des militaires, pour essayer de continuer à voir ce qui se passait et à permettre aux pays importants d'avoir un regard dessus. Bon, ça, c'est un premier élément que je trouve, j'ai pas compris jusqu'à présent pourquoi on a embarqué tout le monde dans les avions et puis débrouillez-vous entre vous en laissant ce pays s'entre-déchirer. L'autre question, c'est que le Soudan n'est pas un conflit idéologique. C'est un conflit interne, c'est un conflit qui est représentatif de toutes les crises de l'Afrique, finalement, aujourd'hui, de ces États faillis qui n'ont pas réussi, depuis les indépendances, à construire des administrations solides et neutres, je dirais, et de s'organiser avec un jeu démocratique d'alternance au pouvoir. Donc, une force très importante des forces armées qui considèrent que le pays est un bien personnel. Et comme les forces armées n'ont pas de capacité gestionnaire, elles font appel à des groupes, je dirais, marginaux éventuellement, ou bien elles laissent se dérouler des conflits internes, des conflits entre ethnies, entre tribus, et ça devient de plus en plus ingérable. Donc on s'aperçoit là que les grandes puissances européennes ou les États-Unis sont désormais incapables de comprendre ce qui se passe en Afrique. On propose de rendre des statuettes, etc., des choses tout à fait marginales et symboliques, mais sur le fond, il y a plus de compétences réciproques, je dirais, et
de confiance entre les élites africaines ou le peuple africain et les pays de l'Europe. Bon, la France en particulier, bien sûr, hein. Mais c'est assez dramatique, finalement, de voir cette déprise de l'Occident par rapport à ce continent, et en particulier de l'Europe, puisque l'Afrique, c'est nos voisins, et il faut faire avec, et on a intérêt à avoir une Afrique qui soit stable et prospère, plutôt qu'une Afrique déchirée, comme c'est le cas actuellement. Et en plus de cela, il y a tout de même une certaine indignation sélective, malheureusement, sur le caractère dramatique de ce conflit. À juste titre, on voit des manifestations pour Gaza, par exemple, totalement à juste titre, je le reprécise, un peu partout dans le monde. Des manifestations en soutien au Soudan sont assez marginales, sont très marginales dans le monde aujourd'hui. Oui, tout à fait, d'autant plus que le cas du Soudan est très clair, je dirais, alors que celui de Gaza, bon, les gens peuvent avoir des opinions différentes, parce que même sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde est mal compris en Europe. Hein, tout ça est finalement le symbole d'une déprise de l'Europe et de nos élites politiques de ce qui se passe dans le reste du monde. On voit dans la relation avec le Maghreb, la relation avec le Moyen-Orient, etc. En France, ce n'est pas du tout bordé par des gens compétents, hein, qui ont existé à une époque, hein, des gens qui connaissent la langue, qui connaissent les religions, qui connaissent les élites et les peuples de cette région. Tout ça a été finalement détruit, et aujourd'hui on se retrouve avec une incompétence qu'on cache derrière une sorte d'indifférence, comme si ça ne nous concernait pas. C'est l'échec des diplomaties internationales actuelles qui ne comprennent plus les contextes, les complexités de fonctionnement de ces pays. Ben, je pense que les élites de ces pays ont changé aussi. C'est-à-dire qu'on a eu à une époque des élites qui étaient formées chez nous en Europe, et donc on pouvait parler la même langue, je dirais, hein, et pas simplement le français ou l'anglais, mais se comprendre, parce que les références étaient les mêmes. Les jeunes générations, quand vous pensez à quelqu'un comme Hemeti, c'est quelqu'un qui est très connu au Soudan. J'ai des amis qui l'ont connu à l'école primaire. C'est un petit voyou, hein, et on trouve ça dans d'autres pays de la région. Et les militaires également. Bon, ils ont fait une école militaire, donc ils ont le sens de la discipline un peu plus. Mais quand il s'agit de piller les civils, de violer, de tuer les enfants, etc., il y a plus ce vernis d'école militaire a disparu. La discipline a disparu. Les chefs sont ceux qui sont les plus cruels et les plus intelligents, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment tout à fait déplorable, parce que c'est un jeu de miroir. On ne parle pas du Soudan parce qu'on n'a rien à en dire, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe et que ça ne nous intéresse pas, mais je trouve que c'est un jeu de miroir qui nous renvoie à nous, notre incompétence par rapport à l'évolution du monde. D'où peut venir, Marc Lavergne, aujourd'hui le salut, l'issue de cette guerre en fait qui détruit le Soudan. On sent que la communauté internationale est impuissante. L'ONU, à part de bonnes paroles d'intention, n'arrive pas à mettre fin aux hostilités. D'où peut venir le salut? Oui, en sous-main, on a l'impression que les puissances que vous évoquez ne savent pas, donc elles ont tendance spontanément à se rapprocher de l'armée. C'est-à-dire l'armée, au moins, on parle avec des gens qui ont des casquettes, qui ont des étiquettes, des épaulettes, on sait quel est le grade, qui est le chef, etc. Bon, c'est un peu court comme analyse. Je pense que dans les pays voisins, il y a aujourd'hui des compétences, c'est-à-dire que vous pensez à l'Ouganda, au Kenya, qui sont des pays où les Anglais ont vraiment investi dans l'éducation des cadres, etc., qui ont leurs propres problèmes, mais ils ont des capacités de compréhension. L'Éthiopie aussi, l'Union africaine, elle a des diplomates de grand talent, originaires de pays tout à fait différents. L'Afrique du Sud, on le voit dans le dossier, d'ailleurs, israélo-palestinien, elle joue un rôle, elle est loin, mais elle a conscience de ses responsabilités, elle s'appuie sur sa propre expérience d'unité nationale dans la diversité. L'Afrique du Sud, c'est un modèle d'une certaine façon. Et donc, ce sont des pays qui peuvent apporter des éléments de pacification, mais il faut encore leur donner, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens, toutes les clés. Ils ont les clés de compréhension, mais ils n'ont pas les clés financières.
financière, ils n'ont pas les clés non plus de la menace, en quelque sorte, hein, pour amener tous ces gens, parce que cette armée soudanaise, c'est pas grand-chose. Hein. On débarquerait quelques contingents d'une armée européenne ou autre, on pourrait très bien, non pas les écraser, c'est pas la question, parce qu'ils sont aussi, d'une certaine manière, des victimes. Hein. Tous ces jeunes sans emploi, sans éducation, sont des victimes avant d'être des criminels. Et donc, il faut réfléchir à une intervention de fond. Ça ne coûterait pas des milliers et des cents par rapport à ce qu'on peut dépenser par ailleurs dans d'autres conflits, hein, où on parle tout de suite en milliards de dollars quand on parle de l'Ukraine, hein, ce qui est un combat évidemment tout à fait raisonné, je dirais. Mais on ne parle pas des mêmes sommes que ce dont ce qu'il faudrait décaisser en Afrique. Et c'est l'échec aussi de l'Union africaine. C'est une organisation continentale qui ne marche pas, qui a montré ses limites dans d'autres conflits et qui, pour le coup, aussi, dans celui-là, est totalement impuissante. Elle est impuissante, en effet, puisque c'est un conflit interne, c'est pas un conflit entre deux États, d'une part. D'autre part, effectivement, les moyens ne sont pas là, les moyens humains. Bon, il y a la Commission qui, elle, est l'élément le plus actif, hein, de l'Union africaine. Pour le reste, on a maintenant 54 pays qui sont des pays extrêmement divers, qui sont travaillés par des tas de changements, parce qu'on trouve du pétrole à gauche, à droite, parce qu'il y a des petits pays qui montent et des grands pays qui descendent, et qu'il y a ce défaut de stabilité de ces grandes organisations régionales en Afrique. Hein. Certaines tiennent, mais parce qu'elles sont modestes. Hein. Je pense à l'IGAD, par exemple, pour la Corne de l'Afrique. En revanche, on a vu la CEDEAO imploser et on voit qu'il y a d'autres organisations régionales qui ne sont pas dotées d'instruments, je dirais, exécutifs, hein, qui permettent d'intervenir pour régler. Et là, au Soudan, le Soudan n'appartient pas, il appartient à la Ligue arabe qui est une coquille vide, hein, et à d'autres organisations. Il y a la Banque des États africains pour le développement qui est basée à Khartoum, mais tout ça est dévasté, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a de façon très regrettable, ni la Ligue arabe, ni l'Union africaine, ni aucun de ces organismes supranationaux n'est en mesure de penser le problème. Je dirais même pas d'intervenir, mais de réfléchir aux racines de ce problème et de tous les problèmes du Sahel, bien sûr, qui débordent, mais qui sont aussi un peu comparables avec ce qui se passe actuellement au Soudan. Merci beaucoup Marc Lavergne, spécialiste de la Corne de l'Afrique, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous expliquer cette situation un peu catastrophique malheureusement au Soudan. Merci à vous de nous avoir écoutés et suivis. Merci d'avoir regardé au cœur de l'actu sur la Freebox, sur Molotov et sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et également sur le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer un mail si vous nous regardez à la télévision. Si vous en avez les moyens, évidemment, soutenez-nous, soutenez notre travail, celui de journalistes indépendants, en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias, bonne suite des programmes.